Bonjour, c'est Blois Gladion qui vous parle. J'ai décidé, donc depuis plusieurs, plusieurs décennies en tout cas, pas plusieurs décennies, depuis un bon moment, de parler aux Africains afin de les libérer, de les emmener à songer à se libérer, n'est-ce pas, de cette domination mentale, existentielle, occidentale. Et donc, aujourd'hui, je vais parler de ce qui se passe, puisque depuis un certain moment, j'ai eu à essayer d'emmener, à équiper les jeunes, n'est-ce pas, panafricanistes, les jeunes qui veulent revenir, n'est-ce pas, à la dignité africaine, qui font des jeunes kamites, n'est-ce pas, panafricanistes. J'ai décidé donc de leur montrer certains éléments, certaines erreurs à ne pas commettre quand on veut faire retour, on veut revenir donc à nos valeurs, à nos vraies valeurs. Il y a beaucoup de pièges que justement les falsificateurs mettent toujours comme embûche, n'est-ce pas? Mais il faille ouvrir les yeux des uns et des autres afin que l'on puisse comprendre et aller dans le bon sens. Parce que c'est bien beau de revenir, mais si on revient avec, sur la base d'idées fausses, sur la base du mensonge, sur la base, n'est-ce pas, étant toujours rempli du complexe, n'est-ce pas, d'infériorité de l'Occident, et aussi sur la base des falsifications de l'Occident, on sera un élément, une cellule dormante, n'est-ce pas, de cet Occident-là, de ceux-là qui ne veulent pas du réveil africain. On sera justement un point faible et même encore pire, un danger. Donc, c'est des éléments de clarification que j'essaie de donner pour lesquels beaucoup ne peuvent souvent ne font pas attention. Aujourd'hui, je vais parler de ce qui se passe au Mali. Sur certains médias aussi, ces informations vérifiées, et on dit que le Mali est passé deuxième producteur africain de riz, derrière du riz, oui. Donc derrière le Nigeria. Et cela soulevait un tollé du côté de ceux-là, ces Africains-là, qui justement malheureusement en, sont victimes de l'abrutissement de l'Occident, un tollé, une opposition, même ils tournent en dérision les choses. Alors donc j'aimerais vraiment aborder ce sujet avec précision et emmener les uns et les autres à comprendre beaucoup de choses. Parce que c'est idiot, n'est-ce pas, de toujours vouloir s'opposer et d'être complexé et de faire croire que certaines choses qui se passent en Afrique, ce n'est pas bienséant de les dire lorsqu'on essaie, n'est-ce pas, de mettre en valeur, n'est-ce pas, les efforts de certains. Certains les font passer pour des prétentieux, pour des menteurs, parce que ceux-là, justement, ils sont abrutis, ces Africains-là sont abrutis. C'est normal. 400 ans d'esclavage, de colonialisme, de mensonges, de falsification, c'est difficile d'ôter cela de l'esprit des gens. Et voilà pourquoi beaucoup d'Africains, justement, beaucoup d'Africains le voient. Si nous sommes encore dans cette situation, c'est parce que les Africains sont tenus par le cerveau et ne peuvent plus, justement, réfléchir d'eux-mêmes. On tourne en dérision les efforts que les gens font et on prend comme ennemi des personnes qui en fait posent des actes dans le sens non seulement de la libération de l'Afrique, mais de la libération de l'humanité. Parce que nous sommes sous le poids d'inhumains
quel que soit leur bord, parce que les inhumains maintenant sont un peu partout, qu'ils soient noirs ou blancs, il y en a plein. Et justement, si l'Afrique est ainsi, c'est parce que de l'intérieur, il y a beaucoup d'Africains tenus par le cerveau qui, justement, combattent contre nous. Ce sont les plus grandes, surtout ceux-là même qui font beaucoup de dégâts, justement. Et donc, déjà, j'aimerais amener les jeunes Africains de ne pas être complexés lorsqu'on lance des fleurs, n'est-ce pas, à des Africains qui posent des actes normaux. On est arrivé à un certain niveau où, n'est-ce pas, on doute tellement de nous-mêmes que lorsque on pose des actes qui vont dans notre direction pour notre libération, justement, on doute. Et finalement, on pense que c'est du faux. On ne croit pas. On est devenu incrédule parce qu'on a été abruti. Ce n'est pas une injure, c'est ce qui est. Parce que le mal est profond, il faut le nommer. Il faut le nommer. Si on essaie de jouer à la diplomatie, parce que la diplomatie, justement, c'est cette technique-là qui permet aujourd'hui à l'Occident de pouvoir nous dominer toujours. Hein, il ne faut pas être diplomate parce que la diplomatie cache les erreurs. Et quand elle cache ces erreurs-là, on ne peut pas. Elle cache le mal. Elle embellit le mal. Du coup, on ne peut pas dénoncer ce mal-là. Et ceux-là qui sont dans ce mal-là, justement, non, continuent de rester dedans parce que, justement, on ne leur montre pas que ce qu'ils font, c'est mal. Voilà. Donc, il faut sortir de la diplomatie qui est réellement un grand mal pour les Africains. Pourquoi est-ce que le Mali ne peut pas être premier producteur de riz, deuxième producteur de riz? Pourquoi est-ce que ça emmène des gens à rire? C'est une ignorance, un défaut justement de connaissance. Et cela montre bien sûr comment est-ce que les Africains ont été manipulés, falsifiés, abrutis. Je vais vous donner un exemple très simple, très simple. Le Mali est traversé par le Niger, le fleuve Niger, l'un des plus grands fleuves d'Afrique. Et le Niger est traversé par, le Mali est traversé par le Niger sur près de 1500 km, un peu plus. Et donc, la vallée du Niger, de ce fleuve-là, qui se trouve au Mali, justement, est une zone, est un potentiel très élevé à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Je vais m'appesantir, puisqu'on parle de production de riz, sur le niveau de l'aménagement hydro-agricole, de l'agriculture, la production alimentaire. À Markala, qui est une bourgade ou bien une ville dans la région de Ségou, sur le cours du Nil, il a été construit dans le passé, dans les années 1940, un barrage qu'on appelle un barrage Van, donc sur le cours du Niger. Et ce barrage-là, c'est un pont, mais avec, n'est-ce pas, des écluses qui permettent d'élever le niveau de l'eau, donc du Niger, à plus de 5 mètres de hauteur. 5 mètres de hauteur. Et l'objectif, c'est de pouvoir donc amener l'eau en hauteur et le faire écouler de manière gravitaire afin qu'il irrigue, n'est-ce pas, une grande partie des terres. Donc on augmente, n'est-ce pas, la superficie que, que le Niger peut irriguer. On augmente le potentiel d'irrigation. Et ce barrage-là, donc, avec ce système-là, il a un potentiel d'irrigation de 1500, d'1,5 million hectares. 1,5 million hectares aménagés qu'on peut irriguer. Irriguer, c'est quoi? On est dans une région où il n'y a pas d'eau, il ne pleut pas assez.
Et donc, l'irrigation permet d'apporter de l'eau, même quand il ne pleut pas, à une terre afin de pouvoir cultiver. Et généralement, on cultive du riz. Pas généralement, on peut cultiver du riz. Et l'objectif de ce barrage, l'un des objectifs de ce barrage, c'est de cultiver du riz. Imaginons donc que c'est 1,5 million d'hectares soient irrigués. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, l'État malien a injecté plus d'1 milliard pour réhabiliter, n'est-ce pas, ce barrage-là, afin qu'il puisse justement, effectivement, irriguer ce potentiel-là. Faisons un petit calcul. Et c'est seulement dans cette zone de Marcala, donc dans cette partie, il faut savoir que le Niger traverse le Mali sur plus de 1500 km, je crois. Donc, il y a le potentiel sur tout ce parcours-là. Et donc, cet aménagement-là, ce barrage-là peut irriguer 1500 hectares. 1,5 million d'hectares. Alors, si on imagine par exemple que ces 1,5 million d'hectares sont réservés seulement à du riz, alors essayons de calculer un peu la quantité de riz, le tonnage de riz qu'on peut produire dans cette zone-là au cours de l'année. Alors, il faut savoir que le riz, ça dépend des qualités de riz. Le riz peut produire 4 fois dans l'année. On peut récolter ce riz-là 4 fois dans l'année. Pour des riz qui ont un cycle culturel de 4 mois, par exemple, on peut le récolter 3 mois dans l'année. Alors, supposons qu'on a 2 récoltes dans l'année. 2 récoltes dans l'année. Pour ces 1,5 million d'hectares et que le barrage de Marcala donc a été réhabilité et qu'il puisse donc irriguer tous ces 1,5 million d'hectares. Nous devons savoir que, en général, la production de riz, le tonnage par hectare, ça varie. Mais prenons un peu la moyenne, surtout en Afrique ici. On a autour de 3 tonnes à l'hectare. Autour de 3 tonnes à l'hectare. Alors, pour 1,5 million d'hectares, ça fait combien? 1,5 million d'hectares, ça fait combien? 3 tonnes à l'hectare. Pour 1 million d'hectares, ça fait 3 millions de tonnes. Donc, on ajoute 1500, on ajoute 1,5 million, ça fait 4,5 million tonnes de riz qu'on peut produire en un seul cycle. En 2 cycles, donc, ça j'ai minimisé. En 2 cycles, on peut produire donc, j'ai dit tout à l'heure, 4,5 million, donc on peut produire 9 millions par an, donc 9 millions de tonnes de riz pour seulement le barrage de Marcala, dans la zone de Ségou, seulement dans la zone de Ségou. Vous devez savoir que le fleuve traverse le Mali sur près de 1 million, sur près de 1500 km. Donc nous avons autour de 9 millions de tonnes produites. 9 millions de tonnes dans l'année. Calculons la quantité que le Malien lambda consomme par an. Le Malien consomme, la consommation par habitant au Mali du riz, c'est d'environ 80 kg, soit 0,08 tonnes. On a 20 millions de personnes. On a 20 millions, tout de 20 millions d'habitants. On va faire un calcul simple. On a 0,08 tonnes, 20 millions, 0,08 tonnes, ça fait 0,8 tonnes pour 2, ça fait 1,6. Donc, 1 600 000 tonnes. La consommation du Mali, c'est autour de, en riz, c'est autour de 1 600 000 tonnes. La consommation au Mali, 1 600 000 tonnes. Le barrage de Marcala, lui seul, peut produire 9 millions
de tonnes de riz par an. Vous comprenez ce que ça veut dire? En Côte d'Ivoire, on a autour de 2 millions de tonnes consommées par an. Donc, le seul barrage de Martala peut nourrir toute la sous-région africaine chaque année. Tous les pays de la sous-région ouest africaine. Ce seul barrage-là, on peut être autosuffisant par l'aménagement de ce barrage-là. D'où vient-il que des gens s'étonnent qu'on dise le Mali est un pays très riche potentiellement? Et ce calcul que je viens de faire, c'est juste pour une seule zone d'aménagement. Imaginez les autres parties. Hein, tout au long du cours de combien de millions d'hectares il existe encore sur ces parcours du Niger. Et il n'y a pas que le Niger au Mali. Il n'y a pas que le Niger au Mali. Le Niger n'est pas le seul fleuve. Nous avons aussi le Bafing, ou le Sénégal, le fleuve Sénégal, nommé Bafing en Guinée, qui passe aussi sur le Mali, qui est un grand fleuve, sur lequel je pense qu'il y a un barrage qui est en train d'être construit. Il y a déjà le barrage de Manantali qui est là. Donc voilà, un potentiel inimaginable. Et lorsque des personnes viennent, et tout récemment, on a dit que le Mali, n'est-ce pas, a fait des prouesses aussi en production de coton. Alors, voilà des pays riches aujourd'hui. Ces jeunes l'ont pris. Ils ont chassé la France. Et ils font ces prouesses-là. Sont-ils venus avec ça? Ou bien c'est des éléments, n'est-ce pas, des potentiels qui existaient, mais à cause donc de la même mise de la France, ce pays ne pouvait pas les exploiter. N'est-il pas clair que c'est cela? Comment est-ce qu'ils ont pu empêcher, chasser la France, Barkhane, faire pression pour que cette France-là n'ait pas de pression de mainmise sur eux? Et comment se fait-il que c'est maintenant qu'ils commencent donc à exploiter, à faire ces prouesses-là? Donc la France qui est venue, son rôle c'était de quoi? D'empêcher donc que ces Africains-là se développent dans ce sens-là. Sa présence donc n'était pas d'un apport bénéfique pour le Mali. Et ce sont eux les mêmes qui empêchent les pays de se développer, qui ouvrent la bouche pour traiter ces pays-là de pauvres, d'incapables. Voilà, on les a bottés, on les a enlevés du Mali. Voilà les prouesses que le Mali est en train de faire. Et ce n'est pas des prouesses, ce sont des richesses qui sont là et qu'ils ont maintenant la liberté d'exploiter. Et il se trouve des Africains pour minimiser cela, pour ridiculiser, c'est des idiots, c'est des abrutis, c'est des animaux, ces gens-là. Je dis, bon, en fait, c'est des abrutis, ça n'a pas de sens. La vérité est là et on essaie toujours de parler. Où était la France lorsqu'elle était là et qu'il était impossible de mettre en œuvre cela? Donc je dis que ce barrage dont je viens de parler, à lui seul peut nourrir toute la sous-région. On n'aura pas à importer du riz. Et c'est simple. Voilà le calcul simple que je viens de faire. Donc il n'y a pas de miracle. Le Mali est un pays très riche. J'ai parlé de l'eau, de l'aménagement hydro-agricole. Mais et l'eau potable? Le Niger, sous le Niger, il y a de l'eau potable à profusion. De la même manière que sur le plan risicole, le Mali peut nourrir toute la sous-région. Le Mali peut apporter de l'eau potable à toute la sous-région. Si la sous-région en avait besoin. Parce qu'en Afrique, il y a de l'eau partout. C'est l'instabilité et l'abrutissement que la France mène à l'esprit des gens qui font qu'on perde de vue l'essentiel. Aujourd'hui, les Maliens peuvent se concentrer sur l'essentiel. Mais
des idiots qui ont été abrutis les attaquent et ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas seulement le Mali qui fait ces miracles-là. Ce n'est pas des miracles. C'est simplement qu'on les a laissés tranquilles. Aujourd'hui, ils se développent. Parce que je peux rappeler ces mêmes choses dans le passé récent. Si on prend le cas de Thomas Sankara, au cas de Thomas Sankara, il est démontré, il est clair, on le voit, on l'a vu, qu'au temps de Thomas Sankara, le Burkina, je dis bien le Burkina, que des gens cherchent à traiter des pays pauvres, le Burkina était autosuffisant alimentaire. Donc on a été abrutis par le mensonge pour nous mélanger. Et ces vérités-là, on les cache dans les médias. Quand Thomas Sankara s'est chargé de mettre à l'écart l'Occident, en un clin d'œil, en un rien de temps, il a rendu son pays, le Burkina, qu'on fait passer aujourd'hui pour un pays pauvre, il a rendu ce pays autosuffisant alimentaire. J'ai fait le Burkina, j'ai fait la vallée du Sourou, où il y avait le même système, les barrages vannes, tels que celui de Markala, sur le Moune, qui est la Volta Noire, ce fleuve-là, un barrage vanne qui permettait donc d'irriguer des milliers d'hectares dans cette zone qu'on appelle le Sourou, en son temps, qui est devenue une zone de production risicole et de toute autre spéculation agricole. Alors, comment se fait-il que, quand on met la France à l'écart, en un rien de temps, ces pays-là commencent, n'est-ce pas, en un rien de temps, ces pays qu'on traite de pays pauvres et ceci, cela, deviennent subitement des pays autosuffisants alimentaires. Et malgré le mensonge dans les médias qui sont dominés par l'Occident, la vérité finit par se savoir. En Guinée, c'est la même chose. J'ai fait la Guinée. J'ai vu les réalisations de Sékou Touré. En dépit du mensonge, c'est la même chose. Donc la constante, c'est quoi? Dans ces zones, quand les leaders et les populations arrivent à mettre la France à l'écart, ils font des prouesses dans les choses les plus essentielles dont les populations ont besoin. L'agriculture, par exemple. Et quand la France vient, voilà, on parle d'aide, on parle de financer. On achète des milliers de tonnes de riz en Occident, du faux riz. Comment est-ce qu'un État peut traiter des gens comme ça, de cette manière-là? C'est une animalisation des Africains. Et maintenant qu'on est en train de sortir de cette animalisation, il se trouve des animaux qui ont été animalisés pour s'opposer. Mais le Mali, ils ne sont pas encore à ce niveau. Enfin, je veux dire que la deuxième place de production de riz, ce n'est rien. Ce n'est rien. Ils sont en train de prendre en main tout leur potentiel. Vous verrez ce qui va se passer. On va nourrir l'Europe comme on le fait toujours. Mais on va les nourrir en réalité. L'humanité. Donc, mes chers frères, il faut que vous le mettiez dans la tête. Nous sommes à une phase de l'évolution de l'Afrique où nous sommes en train de nous relever. Et donc, les jeunes panafricanistes, ne faisons pas l'erreur de gober tous ces mensonges. De toute façon, on connaît maintenant la vérité. Et je ne pense pas que les gens vont continuer, les menteurs là, en tout cas, ceux-là qui mentent contre les Africains, et ces Africains abrutis qui ont honte de voir la vérité, ils auront honte de développer leurs mensonges.
et ces menteurs contre l'Afrique là, les vérités sont en train de sortir. Ils auront de plus en plus honte de développer leurs thèses, leurs fausses thèses, leurs mensonges sur les Africains, sur le pseudo-pauvreté des pays africains, sur les aides bidons, le mensonge à tout vent. Du mensonge. On inverse les choses. C'est pas sérieux. On fait passer des pays riches, des pays qui ont tout le potentiel, que ce soit potentiel, n'est-ce pas, agricole, potentiel minier, potentiel naturel. On les fait passer pour des pays pauvres. Tout simplement pour cacher leurs richesses et pour les piller dans le secret. Et on fait passer des pays pauvres pour des pays riches. En Afrique, dans la sous-région ouest africaine, il n'existe pas un seul pays pauvre. Et les pays qu'on fait passer pour des pays riches sont de petits pays devant le potentiel des autres pays. Je prends par exemple la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas plus riche que le Mali. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'est pas autant riche que la Guinée, même que le Burkina. Ce n'est pas le cacao qui est quelque chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que le cacao apporte aux Ivoiriens? Entre le riz et le cacao, qu'est-ce qu'il apporte aux Africains? Entre le sorgho et le cacao, qu'est-ce qu'il apporte? Entre le manioc et le cacao, qu'est-ce qu'il apporte aux Africains? Le cacao a décimé la forêt africaine. Et cette culture de cacao, avec le mensonge de l'Occident, on a abruti tous les Africains, de sorte que tout le monde a convergé vers la Côte d'Ivoire pour venir cultiver le cacao. Une production idiote. Et ainsi aussi, créer ces conflits-là, des conflits idiots. Les gens viennent prendre des terres pour cultiver le cacao, alors qu'on leur a menti en leur disant que leurs régions sont des régions pauvres et que c'est la Côte d'Ivoire qui est le plus riche. Un pays pauvre, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas plus riche que le Mali. Même le Burkina a des potentiels. Ce n'est pas que la forêt. Est-ce que le Maroc ne produit pas? Le Maroc ne produit pas, n'a pas de production. Et pourtant, il est plus aride que les autres pays. De la sous-région africaine, ouest africaine. Donc, le mensonge a falsifié les gens, pousser les gens à venir en Côte d'Ivoire, créer donc une zone de parcage de population où on crée des tensions, des problèmes de terre, pendant qu'on a des milliers de terres au Burkina, au Mali, en Guinée, partout qu'on peut exploiter en fonction des régions. Mais non. Donc cette politique colonialiste, n'est-ce pas, où on parque les populations dans un petit coin afin de pouvoir exploiter les autres zones. C'est comme ça qu'ils font. On dégarnit les zones de richesse sur la base justement de la falsification du mensonge. Et ces zones-là, on envoie des pelleteuses, on envoie des gens là-bas, hein, des multinationales, pour piller à l'insu des populations qui ont dégarni ou bien qui sont dans le chaos. Et on crée de faux conflits dans d'autres zones avec de fausses valeurs, du mensonge. Il faut que ça cesse et ça doit cesser. Le Mali, aujourd'hui, est en train de le montrer. Et que les Africains abrutis arrêtent leur connerie et leur raisonnement à deux balles. J'y reviendrai.